Bonjour à tous. Bienvenue sur Version améliorée, votre chaîne dédiée au partage de connaissances approfondies sur le développement personnel holistique à travers le prisme de livres qui changent la vie. Aujourd'hui, nous entamons un voyage très spécial. Pour la toute première fois, nous allons aborder un sujet qui touche le cœur de presque tout le monde complexe et souvent éprouvant de la parentalité. Plus précisément, nous allons plonger dans les enseignements transformateurs du livre La famille consciente, The Mindful Family, de la célèbre psychologue, la Dr Shefali Tsabary. Peut-être pensez-vous qu'il s'agit d'un énième guide sur la façon de discipliner vos enfants ou de les amener à manger leurs légumes. Mais ce qui rend ce livre vraiment spécial, c'est qu'il va bien au-delà des conseils parentaux conventionnels. Il atteint une philosophie puissante et éclairante qui a le potentiel de guérir non seulement votre relation avec vos enfants, mais aussi toute votre dynamique familiale et même votre propre âme. Ce livre va droit à la racine du problème, nous montrant une vérité souvent difficile à avaler. La raison pour laquelle tant d'entre nous se sentent fatigués, frustrés et déconnectés dans leur relation avec leurs enfants est que nous avons utilisé notre énergie au mauvais endroit. Nous avons mis beaucoup trop d'efforts à essayer de changer nos enfants, sous la croyance erronée que nous le faisons pour leur propre bien. Mais la vérité est bien plus profonde. Les enfants n'entrent pas dans votre vie comme des projets à achever, mais comme des messagers pour vous éveiller. Ils sont là pour vous aider à vous réévaluer et pour vous permettre de vivre une vie plus authentique et plus heureuse. Même un enfant de moins de 3 ans est déjà remarquablement conscient et sensible au monde qui l'entoure. Pourtant, en tant qu'adultes, nous portons souvent le lourd fardeau de notre propre éducation. Nous avons la mauvaise habitude d'être excessivement proactifs, ajoutant constamment plus d'attentes et de pression sur la vie de nos enfants. Nous nous disons qu'ils doivent faire plus d'efforts, étudier davantage et atteindre l'excellence pour s'assurer un avenir meilleur. Nous trouvons impossible d'accepter qu'ils puissent simplement perdre leur temps. Nous craignons qu'ils ne soient dépassés dans cette société ultra-compétitive, alors nous ressentons une compulsion désespérée à organiser chaque heure de leur journée, les obligeant à étudier telle matière ou à pratiquer telle compétence. Prenons l'exemple d'un père que nous appellerons David. David est un professionnel accompli qui a toujours cru que le succès passait par le contrôle. Lorsque son fils finit par lui répondre ou par désobéir, un récit spécifique surgit immédiatement dans l'esprit de David. Il se dit, après toutes ces années à me sacrifier pour lui et à l'élever, comment peut-il être si irrespectueux? Il commence à s'inquiéter pour l'avenir, se demandant si son fils s'occupera même de lui lorsqu'il sera vieux. Derrière ces pensées se cachent d'innombrables peurs invisibles. Plus David a peur, plus il veut intervenir et contrôler son enfant. Mais ce sont précisément ces interventions proactives et contrôlantes dès le plus jeune âge qui peuvent détruire le caractère naturel d'un enfant. Il passe d'un état d'alerte et de curiosité à un état de rébellion. Ils se mettent en colère, claquent les portes ou s'enferment dans leur chambre. Alternativement, ils peuvent devenir silencieux et distants, se retirant dans une coquille. Graduellement, ils grandissent dans un nuage de stress, portant des angoisses et une tristesse qui sont presque identiques à celles avec lesquelles nous, en tant qu'adultes, luttons aujourd'hui. Nous devons comprendre que nos enfants sont les miroirs ultimes. Ils nous renvoient toutes les peurs cachées au plus profond de nos propres cœurs. Ils viennent au monde pour nous aider à voir nos propres côtés immatures, nos traumatismes non résolus et nos croyances rigides. Vous n'avez pas besoin de réparer votre enfant autant que vous avez besoin de lui permettre de garder son tempérament naturel. Si vous pouvez apprendre à vous aimer, à vous traiter bien et à maintenir votre propre curiosité pour le monde sans arrière-pensée, vous verrez un miracle se produire. La chose la plus importante que vous deviez faire pour être un meilleur parent est de vous changer vous-même. Lorsque vous vous concentrez d'abord sur la transformation et l'amélioration de votre propre monde intérieur, toute la famille commence graduellement à s'éveiller. Si vous vous améliorez, tout le monde autour de vous, surtout vos enfants, s'améliorera. C'est une méthode simple, et pourtant elle apporte un changement monumental dans le destin d'une famille. Cependant, la réalité est que tout le monde n'a pas assez de foi ou la volonté de faire ce travail interne. Si vous désirez vraiment une famille harmonieuse et heureuse, et si vous voulez que vos enfants deviennent des individus sains et bien équilibrés, vous devez vous permettre d'écouter de nouvelles perspectives issues de la psychologie. Vous devez trouver les réponses à la question de savoir pourquoi vous avez ces conflits récurrents. À travers ces contradictions, vous pouvez commencer à voir quelles peurs profondément ancrées dictent votre comportement. Alors, comment pouvez-vous surmonter cette peur? Comment pouvez-vous mieux élever vos enfants, tout en entreprenant votre propre voyage d'éveil spirituel? Commençons par examiner les 7 idées fausses majeures sur la parentalité que la plupart d'entre nous entretiennent. Vous êtes-vous déjà arrêté pour vous demander ce dont votre enfant a réellement le plus besoin dans la vie? La perspective de ce livre est qu'un enfant ne grandit vraiment en bonne santé que lorsqu'il fait l'expérience de 3 choses fondamentales.
Il a besoin d'être vu, il a besoin de sentir qu'il a de la valeur, et il a besoin de savoir qu'il est important. Tragiquement, beaucoup de parents ne parviennent pas à fournir ces 3 piliers essentiels. Au lieu de cela, ce que les enfants reçoivent souvent est un flux constant de critiques ou d'attentes génératrices de pression. On leur dit qu'ils n'ont pas fait assez bien, qu'ils doivent essayer plus fort ou qu'ils ne sont pas capables de se gérer eux-mêmes. Cela mène à une dynamique où les parents sentent qu'ils doivent prendre en charge chaque aspect de la vie de l'enfant. Les conflits découlent donc souvent du simple fait que les enfants cherchent désespérément la validation que leurs parents ne leur ont jamais vraiment donnée. Le résultat est un enfant laissé avec une tristesse persistante et des parents qui se sentent totalement épuisés. Beaucoup de parents ont l'impression que leur enfant essaie délibérément de les agacer. Mais un enfant ne cherche jamais intentionnellement à contrarier ses parents. Il est simplement lui-même. Son comportement peut être dû au fait qu'une tâche est trop difficile, que son esprit est fatigué ou qu'il a simplement oublié. C'est un état intérieur qui n'a pas encore trouvé le moyen de s'exprimer correctement. Vous n'êtes contrarié que parce que vous avez trop de points de déclenchement émotionnel, des étincelles qui s'enflamment au moindre contact à cause de vos propres problèmes non résolus. Cela nous amène à la première idée fausse, croire que l'éducation des enfants est uniquement pour le bien de l'enfant. Beaucoup de parents disent « Je fais tout pour mon enfant. Tout mon travail acharné et les biens que j'accumule sont pour lui. » Mais lorsque vous consacrez toute votre attention à produire un enfant qui réussit, vous vous retrouvez pris dans une course industrielle avec la société. Vous essayez de créer un enfant prospère, selon les normes des adultes. Cela mène à des réactions excessives. Vous pensez que votre enfant est trop timide, trop paresseux ou trop sensible. Tout très positif peut être exagéré en une faiblesse. Si votre enfant place toute l'attention de votre éducation sur lui seul, vous trouverez que vos exigences sont infinies. Cela obligera les enfants à vivre dans l'anxiété et la détresse, car ils auront toujours l'impression de ne jamais être assez bons. La deuxième idée fausse est la croyance que les enfants qui réussissent sont toujours ceux qui sont en avance. Notre société est de plus en plus compétitive. Nous poussons les enfants à apprendre des langues étrangères, à jouer des instruments et à rejoindre des sports de compétition à des âges de plus en plus précoces. Nous pensons que si un autre enfant dépasse le nôtre en CE2, notre enfant sera à la traîne toute sa vie. Cet angle de vue compétitif nous force à contraindre nos enfants dans une course à laquelle ils n'ont jamais souscrit. Mais si vous regardez vos propres classements scolaires d'autrefois et voyez où en sont les gens aujourd'hui, vous réalisez que la vie ne suit pas un ordre fixe. Tout le monde a des hauts et des bas. La docteure Shefali compare les capacités d'un enfant aux 5 doigts de la main. La réussite scolaire n'est que le petit doigt, le plus petit. Les 4 autres doigts représentent la capacité à gérer les relations. Le pouce est la relation avec soi-même, l'index est la famille, le majeur est la communauté, et l'annulaire représente les propres objectifs et idéaux de l'enfant. Les parents modernes ont renversé cet ordre, valorisant le petit doigt par-dessus tout. Lorsque vous essayez de dicter rigidement le chemin que votre enfant doit suivre, les conflits exploseront inévitablement. La troisième idée fausse est l'habitude de juger votre enfant comme étant soit bon, soit mauvais. Nous leur collons des étiquettes, mon fils est paresseux, ma fille est têtue, il est méchant. Étiqueter est facile car cela nous évite d'avoir à réfléchir sur nous-mêmes. Nous supposons que parce que nous sommes des adultes, nous sommes des produits finis et que nous n'avons pas besoin de changer. Ainsi, lorsqu'un problème survient, nous blâmons les lacunes de l'enfant. Mais si une étiquette est répétée assez longtemps, l'enfant commence à s'y identifier. Il devient l'enfant paresseux ou le fauteur de troubles. Et les parents restent des enfants géants dans des corps d'adultes, incapables de grandir parce qu'ils sont trop occupés à juger. La quatrième idée fausse est que être un bon parent est une capacité innée ou un instinct naturel. Les gens pensent que le fait d'avoir un enfant confère automatiquement la sagesse de l'élever. Cela mène à la complaisance ou à l'impuissance. Quand les choses tournent mal, ces parents blâment la personnalité innée de l'enfant ou le destin, plutôt que de regarder leur propre manque de compétences. Cela rejoint souvent la cinquième idée fausse, croire que le simple fait d'aimer son enfant suffit. Nous l'entendons tout le temps, je l'ai fait parce que je t'aime. Cette déclaration est utilisée pour justifier des comportements blessants ou stressants. Bien que la motivation puisse être l'amour, ce que l'enfant reçoit est souvent du contrôle. Une jeune fille de 12 ans a dit un jour à la docteure Shefali en thérapie « J'ai l'impression que toute ma vie consiste à rendre maman heureuse, mais ce n'est jamais assez. » C'est la tragédie d'un amour enveloppé de pression. Une grande partie de ce que nous appelons « amour » pour nos enfants est en réalité de l'amour-propre déguisé. Nous sommes fiers lorsqu'ils réussissent parce que cela nous donne une bonne image. Nous sommes embarrassés lorsqu'ils échouent parce que cela nous donne une mauvaise image. Cela transforme l'enfant en une mesure de la valeur de l'adulte,
forçant l'enfant à vivre dans la peur de nous décevoir. Le véritable amour est la capacité de voir, d'accepter et de respecter les autres pour ce qu'ils sont vraiment, sans rien demander en retour. La 6e idée fausse est que la mission d'un parent est d'élever un enfant heureux. Cela semble noble, mais cela conduit à des parents terrifiés à l'idée que leurs enfants subissent le moindre mal au revers. Lorsqu'un enfant fait face à un défi, le parent panique et intervient pour le régler. Il protège l'enfant des épreuves mêmes qui forgeraient sa résilience et son caractère. Les revers ont un sens sacré, ils sont le moteur de la croissance. En réparant tout, vous enlevez à votre enfant l'occasion d'apprendre à se tenir sur ses 2 pieds. La 7e et plus grave idée fausse est le désir de tout contrôler chez l'enfant. Certains parents contrôlent parce qu'ils ont senti qu'ils n'avaient aucun contrôle sur leur propre vie en grandissant. Ils voient leurs enfants comme un royaume qu'ils peuvent enfin diriger. Ils oublient que le but n'est pas de créer un enfant qui se conforme à leurs normes, mais de nourrir un être humain qui peut faire l'expérience de la vie par lui-même. Votre enfant a son propre chemin, son propre destin et son propre droit de ressentir de la douleur. Notre privilège en tant que parents n'est pas de décider de leur personnalité, mais d'affirmer que tout ce qu'ils sont, leurs forces et leurs imperfections, est précieux et digne d'amour. Pour devenir un parent éveillé, vous devez aller au-delà de ces idées reçues et identifier les 9 peurs majeures qui agissent en vous. L'éveil ne consiste pas à apprendre quelque chose de nouveau, il s'agit de retirer les voiles de l'idée fausse et de la peur. La plupart d'entre nous essaient de diviser la vie entre joie et douleur, bonheur et malheur. Nous nous accrochons au bon et fuyons le mauvais. Cela nous rend terrifiés par le conflit, la première peur majeure. Parce que nous craignons le désaccord, nous agissons avec indulgence tout en nourrissant un ressentiment secret. Nous ne pouvons pas dire un « non » ferme, ou nous nous sentons coupables quand nous le faisons. Nous ne supportons pas que nos enfants se battent, alors nous intervenons immédiatement. Les gens qui craignent le conflit vivent dans un état constant de peur d'être jugés. Ils ne savent pas fixer de limites et s'épuisent à essayer de garder tout le monde heureux. La 2e peur est la peur du malheur ou de la tristesse. Les parents habités par cette peur ne permettent pas à leurs enfants d'être mal à l'aise. Si un enfant est triste, le parent essaie de le distraire avec de la nourriture ou des films. Il force l'enfant à réprimer ses émotions négatives, disant que les garçons ne pleurent pas ou qu'il n'y a pas de raison d'être triste. En essayant d'échapper à l'imperfection, ils privent leurs enfants de la chance de pratiquer des compétences essentielles, comme la résolution de conflits. La 3e peur est la peur de ne pas être aimé. Les parents souffrant de cette peur sont hypersensibles aux réactions de leurs enfants. Si un enfant veut de l'intimité et ferme sa porte, le parent se sent rejeté. Si un enfant est grincheux, le parent pense que l'enfant ne l'aime plus. Ils réagissent avec colère parce qu'ils se sentent vides à l'intérieur. Ils crient « Tu ne me respectes pas », parce que leur sentiment de valeur dépend entièrement de la validation de l'enfant. Ceci est étroitement lié à la 4e peur, la peur de l'indépendance. Pour ces parents, l'autonomie d'un enfant ressemble à un éloignement. Ils font sentir à leurs enfants que le fait d'avoir leur propre opinion est honteux. Cela crée une relation étouffante où l'enfant n'a plus de place pour respirer. La 5e peur est la peur d'être inutile. Les gens qui sentent qu'ils manquent de valeur réelle essaient de prouver leur mérite à travers les accomplissements de leurs enfants. Ils sont obsédés par les apparences extérieures et le statut social. Si l'enfant n'est pas une superstar, le parent se sent comme un rien. Ceci est suivi par la 6e peur, la peur d'être ordinaire. Ces parents croient que seule l'excellence donne un sens à la vie. Ils transforment l'enfance en une course acharnée pour éviter la médiocrité, rabaissant l'enfant s'il n'est pas le meilleur. La 7e peur est la peur de la pénurie, la croyance que les ressources et les opportunités sont limitées. Cela crée un état de panique. Si l'enfant est un peu lent, le parent engage immédiatement 3 tuteurs. Si l'enfant est un peu en surpoids, le parent force un régime. Il se précipite pour que l'enfant fasse tout par peur de rater quelque chose, sans jamais demander ce dont l'enfant a réellement besoin. La 8e peur est la peur de perdre le contrôle, sur la vie de l'enfant et sur la leur. Ces parents font les devoirs de leurs enfants et s'imposent une pression immense pour répondre à chaque besoin de l'enfant. Ils croient que tout échec de la part de l'enfant est le signe qu'ils sont un parent raté. Ces 4 peurs, inutilité, banalité, pénurie et perte de contrôle, mènent tout au même abîme, un sentiment profond d'inadéquation. Elles transforment l'enfant en un outil pour l'ego du parent. Enfin, il y a la peur de l'engagement, la peur de consacrer véritablement son cœur, son temps et son attention à la relation. Ces parents sont rarement présents. Ils sont distraits et superficiels. Ils trouvent épuisant de passer du temps de qualité avec leurs enfants, car cela requiert un niveau de responsabilité pour lequel ils ne sont pas prêts. Cela laisse l'enfant se sentir indigne d'amour, menant à une faible estime de soi.
Lire un livre comme celui-ci est un outil puissant d'autodiagnostic. Mais n'oubliez pas, l'autodiagnostic n'est pas un jugement de soi. S'il vous plaît, ne vous blâmez pas pour vos peurs ou vos idées fausses. Toute guérison commence par le courage de les affronter. Comme le dit le proverbe, la médecine amère guérit la maladie. La vérité est difficile à avaler, mais elle est nécessaire pour votre santé. L'éveil est un voyage consistant à détruire les fausses croyances que vous entreteniez autrefois. Regarder l'obscurité en soi n'est pas un échec. C'est la première et la plus importante étape vers la liberté. Je crois que le fait que vous ayez écouté jusqu'ici est un signe clair que vous êtes prêt à entreprendre ce voyage. Parce que les enseignements de ce livre sont si profonds et riches, j'ai décidé de diviser ce sujet en 2 parties. Dans cette première partie, nous avons identifié le pourquoi, les idées fausses et les peurs qui nous freinent. Dans le prochain épisode, la 2e partie, je partagerai le comment. Je proposerai des méthodes pratiques pour surmonter ces peurs et je présenterai 9 compétences parentales essentielles basées sur la pensée éclairée. Ces compétences vous aideront, vous et votre enfant, à vivre plus paisiblement, plus librement et avec une connexion plus profonde que vous ne l'auriez jamais cru possible. Si vous êtes prêt à vous libérer de vos croyances limitantes, à mieux vous comprendre et à cultiver une véritable conscience chaque jour, alors je vous invite à nous rejoindre sur ce chemin vers la liberté. Pour vous et pour votre enfant. Merci infiniment d'avoir écouté le partage d'aujourd'hui. Si vous avez trouvé cette discussion utile et qu'elle vous a donné une nouvelle perspective sur votre vie de famille, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec d'autres parents ou amis qui pourraient être aux prises avec les mêmes problèmes. Nous sommes tous dans le même bateau, et un peu de sagesse partagée peut faire beaucoup de chemin. Avant de partir, n'oubliez pas de mettre un « j'aime » à cette vidéo si elle a résonné en vous. Votre soutien nous aide à toucher plus de monde et à diffuser ces messages d'éveil. Assurez-vous également de cliquer sur le bouton s'abonner et d'activer la cloche de notification. En rejoignant la communauté version améliorée, vous vous engagez envers votre propre croissance et vous nous aidez à créer davantage de contenu qui guérit et donne du pouvoir. Nous publions de nouveaux contenus chaque semaine pour vous aider dans votre cheminement vers la meilleure version de vous-même. Merci encore une fois pour votre temps et votre engagement envers votre évolution. Nous apprécions énormément votre présence dans notre communauté. J'ai hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo, où nous poursuivrons notre voyage au cœur de la famille consciente. D'ici là, prenez soin de vous et restez conscients. À très bientôt.